Si tu pouvais remonter dans le passé pour empêcher les attentats du Bataclan, le ferais-tu? C'est l'objectif de cet agent temporel, un homme désigné pour empêcher un terroriste surnommé le Plastiqueur de tuer 11 000 personnes dans un attentat à New York en 1975. Cela fait des années qu'il échoue, et sa dernière tentative s'est terminée par de graves brûlures ayant nécessité d'importantes greffes de peau. Mais cette fois-ci, pour son dernier voyage, il mise tout sur John, un écrivain solitaire dont il pense qu'il est la clé pour arrêter le terroriste pour de bon. Ce n'est pas juste qu'il est la solution, c'est qu'il était prédestiné à le devenir. Alors pourquoi cet homme et pas un autre? Qu'a-t-il de si spécial et quels sont ses liens avec le tueur? Pour le comprendre, cap sur la vie et la psychologie d'un paradoxe du voyage temporel. Un homme sans origine dont le passé et le futur s'entremêlent dans une boucle fermée imperturbable. John, anciennement Jane, est née en tant que femme le 13 septembre 1945 à Cleveland. Abandonnée par ses parents, elle est déposée devant l'orphelinat de la ville et grandit avec ses semblables. Des enfants n'ayant pas de passé ou du moins qui l'ignorent. Jane interprète alors ce trauma de la pire des manières, en se tenant responsable de l'abandon de ses parents. Cette explication tragique paraît exagérée si on l'observe en tant qu'adulte, mais elle est parfaitement compréhensible pour un enfant. Dans sa théorie cognitive du comportement, le psychologue suisse Jean Piaget explique l'importance de l'égocentrisme chez les enfants âgés de 2 à 7 ans. Dans la période qu'il nomme préopératoire, l'enfant fait selon lui preuve d'une pensée égocentrique, c'est-à-dire d'une difficulté à adopter le point de vue des autres. Cette pensée diffère de l'égoïsme, car elle n'est pas intentionnelle mais simplement une limite cognitive, et car elle disparaît avec l'âge, là où l'égoïsme est un trait de personnalité qui peut perdurer à l'âge adulte. Concrètement, un enfant qui veut faire un cadeau à sa mère choisira un jouet qu'il apprécie, pensant que s'il aime ce jouet, sa mère l'aimera également. De la même manière, un enfant jouant à cache-cache s'estimera être à l'abri derrière un rideau s'il ne voit pas les autres, et ce même si ses pieds sont clairement visibles. Ce raisonnement égocentrique influence aussi l'interprétation des événements du monde réel, avec ce que Piaget nomme la pensée magique. Elle a lieu quand l'enfant attribue à ses pensées, désirs et actions une influence directe sur des événements. Par exemple, un enfant est grondé par ses parents et peu après une tempête survient. Dans le cadre de la pensée magique, l'enfant peut en déduire que l'orage fait lui aussi partie de sa punition. C'est ce genre de pensée égocentrique qui pousse Jane à se désigner responsable de l'abandon de ses parents. Le fait de ne pas être adopté est aussi jugé comme une faute de sa part. Cette culpabilité infantile affecte profondément son estime de soi et développe en elle un sérieux complexe d'infériorité. Ce complexe a été décrit dans les années 20 par le psychanalyste Alfred Adler. Selon lui, tout enfant dispose d'un complexe d'infériorité, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'alarmant en soi, car il peut être un facteur motivant pour progresser. Par exemple, un nourrisson voyant son grand frère marcher se sent impuissant par rapport à lui, mais c'est cela qui le motive à essayer à son tour de marcher. Jane compense en montrant sa supériorité à l'école et dans la cour de récré. Elle travaille d'arrache-pied pour devenir première de sa classe et se bat régulièrement avec ses camarades pour montrer qu'elle a le dessus à tous les niveaux. À l'âge adulte, elle tente de s'engager dans une société gouvernementale permettant aux femmes d'accompagner les astronautes dans l'espace. Par accompagner, on entend là satisfaire leurs besoins et désirs. Elle domine alors les tests physiques et théoriques mais est virée après s'être battue avec l'une de ses concurrentes. Là où le complexe d'infériorité devient problématique est quand il perdure à l'âge adulte. Jane travaille comme servante le jour et étudie les bonnes manières la nuit. C'est là qu'elle fait la rencontre d'un homme qui va tout changer. Un homme sorti de nulle part qui la traite avec respect. Pour la première fois de sa vie, elle a le sentiment d'être considérée à sa juste valeur. Ce bonheur n'est malheureusement que de courte durée, puisque celui-ci l'abandonne juste après l'avoir mise enceinte. L'espoir d'une vie meilleure est brisé, et le pire est que son calvaire ne fait que commencer. Après quelques jours de maternité, on lui informe que son bébé a disparu. Une infirmière affirme avoir croisé un individu à proximité de la pièce où son enfant se trouvait, mais la police ne parvient pas à l'identifier. S'ensuit le médecin, qui lui annonce qu'elle est intersexe, c'est-à-dire qu'elle dispose d'organes génitaux masculins et féminins. En fait, ce qui s'est passé est que l'accouchement a entraîné des complications et a nécessité le retrait de son utérus et de ses ovaires pour lui sauver la vie. C'est en l'auscultant qu'ils ont ensuite découvert la présence d'organes génitaux masculins. Le problème est que l'on est dans les années 50, et que la vision binaire du genre et du sexe implique que la combinaison d'attributs masculins et féminins est vue comme une anomalie qu'il faut corriger, et c'est l'avis du médecin qui prime. Dans le cas de Jane, il la base sur l'appareil reproducteur le plus exploitable, qui s'avère être ici l'appareil masculin. Son apparence féminine, son éducation en tant que femme et sa volonté personnelle ne sont donc pas pris en compte. Qu'elle le veuille ou non, Jane doit devenir un homme pour se conformer à son nouveau corps. Il y a d'abord le changement de genre, par l'adoption du prénom John, l'habillement en homme, le changement de pronom et d'état civil. C'est évidemment une humiliation pour
pour elle, car il ne s'est jamais considéré comme un homme de sa vie. Ce genre d'assignation forcée fut fréquente dans l'histoire pour les personnes intersexes. L'un des cas les plus célèbres est celui d'Alexina Barbin. Née en 1838 à Saint-Jean-d'Angély, Alexina est éduquée comme une fille durant toute son enfance et son adolescence. À 17 ans, elle entame des études pour devenir institutrice. À 21 ans, elle est sujette à des douleurs intenses au niveau de l'aine. L'un des médecins qui l'examine constate alors qu'elle dispose d'appareils génitaux masculins, en plus des féminins déjà existants. Plutôt que de la laisser vivre comme elle l'entend, à savoir comme une femme, il détermine que son sexe est masculin car elle est capable d'éjaculation nocturne. Cet avis entraîne la modification de son état civil et du jour au lendemain, Alexina devient Abel. Elle est virée de son pensionnat car réservé aux femmes et doit quitter son amour de jeunesse du fait du stigma associé à sa nouvelle identité. Les moqueries et le rejet qu'elle subit de son entourage la poussent à fuir vers Paris. Ne parvenant pas à se sortir de la pauvreté et de l'identité qu'on lui a imposée, Alexina se met alors à rédiger ses mémoires dans le but de détailler ses souffrances. Elle y évoque sa solitude et le sentiment d'humiliation provoqué par la négation de sa féminité. Des émotions que l'on retrouve chez Jane, qui a elle aussi l'impression qu'on lui enlève une partie d'elle-même. La transition de femme à homme est en fait vécue comme une castration de son identité. En 1868, Alexina met fin à ses jours à l'âge de 29 ans et est enterrée dans une fosse commune. Jane, quant à elle, subit en plus du changement de genre un changement de sexe. Elle a le droit à 3 lourdes opérations chirurgicales étalées sur 11 mois couplées à la prise de testostérone pour finaliser son changement de sexe. Là encore, ce genre de transition forcée a eu lieu par le passé, surtout sur des enfants. Dans les années 50, le psychologue John Monnet publie plusieurs travaux sur le genre et le sexe qui lui valent une renommée internationale. L'un de ses postulats est qu'avant 2 ans, le genre de l'enfant est malléable. Autrement dit qu'il peut être changé par un tiers sans conséquences néfastes sur l'état mental de l'enfant. Il suffit de l'éduquer dans le genre désiré par les parents et le médecin et l'enfant se considérera comme tel à l'âge adulte. Pour que ce postulat intuitif ne soit remis en cause, il faut attendre la médiatisation d'un cas tragique, celui de David Reimer. Né homme en 1968, il subit à 6 mois une opération de circoncision ratée qui endommage définitivement son pénis. Ses parents le conduisent alors au centre médical de Baltimore pour demander son avis au psychologue John Monnet. Celui-ci persuade les parents que le changement de sexe est nécessaire pour l'épanouissement personnel de leur enfant. Là encore, il décide à la place de la personne concernée par le changement. À 22 mois, on retire à David ses testicules et à l'adolescence, on lui administre de l'estrogène pour permettre le développement d'une poitrine. David, devenu Brenda, est suivi toute son enfance par John Monnet dans une thérapie traumatisante. Le psychologue profite de son autorité et de menaces pour lui faire accepter son nouveau genre. Il l'oblige notamment à simuler des positions sexuelles avec son frère jumeau dans lesquelles il joue la femme, parfois habillée et parfois nue. Ces pratiques plongent David dans une dépression et à 13 ans, il menace de se suicider s'il doit continuer les séances avec John. Ses parents entendent heureusement son appel à l'aide et mettent fin aux visites, mais malgré la chirurgie et l'éducation en tant que fille, David se considère toujours comme un garçon. À 14 ans, il reprend son genre de naissance et à l'âge adulte, il opère un changement de sexe par le biais de plusieurs opérations chirurgicales et la prise de testostérone. Il en profite aussi pour dévoiler les abus qu'il a subis dans un livre. Mais en 2002, son frère, alors atteint de schizophrénie, se suicide. Très affecté par cet événement et jamais remis de l'enfance qu'on lui a volée, David fait de même en 2004 à l'âge de 38 ans. Ces destins tragiques nous permettent de repérer facilement le point commun dans l'origine des souffrances de Jane, Alexina et David, l'absence de consentement. On a choisi pour eux, que cela soit le genre ou le sexe, et voilà le résultat. Jane, devenue John, n'est pas non plus loin de craquer, mais elle parvient à occuper son esprit en écrivant des histoires dans des magazines féminins et en se trouvant un but précis, se venger de l'homme qui a ruiné sa vie. C'est plus facile de haïr que d'aimer, c'est ça? Ouais, c'est plus facile de détruire quelque chose. Ou de tuer une personne. Tu crois que tu pourrais le faire? Peut-être bien. John ne pouvait pas tomber mieux. Un soir, alors qu'il se confie à un barman, il découvre que celui-ci peut l'aider d'une manière non conventionnelle. L'homme lui explique que tout ce qu'il fait ce soir n'est qu'une façade, une couverture pour masquer sa vraie profession, agent temporel. Une annonce qui paraît folle et insensée. L'homme voyagerait dans le passé pour empêcher des attentats d'avoir lieu. Alors pourquoi en parler à John? Parce qu'il pense que le terroriste surnommé le plastiqueur n'est autre que le père de sa fille. Ils ont donc tous deux la même cible, mais seul John peut parvenir à l'identifier. Au départ méfiant et réticent, John finit par accepter de voir la fameuse machine à remonter dans le temps, et celle-ci s'avère être une réalité. John et l'agent retournent donc 7 ans en arrière, en 1963, direction l'université de Cleveland, le soir où il a rencontré celui qui l'a trahi. John se faufile alors entre les étudiants et scrute tous les hommes présents quand... Je suis désolée. Comme on a coutume de le dire, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Mais seulement les choses que les plus rapides ont laissées derrière eux.
Plusieurs questions viennent à l'esprit. Doit-il continuer à lui parler ou bien la quitter dès maintenant ? Est-ce lui l'homme qu'il recherchait ou vient-il de créer une nouvelle ligne temporelle différente de l'ancienne ? John met de côté sa mission et ses différentes questions car il est avant tout dominé par ses émotions. Son nouvel objectif apparaît comme une évidence, réconforter son soi du passé. Personne ne sait mieux que lui à quel point Jen était seule et incomprise, à quel point elle se sentait invisible et indigne d'affection. Seul lui sait que malgré l'image positive qu'elle dévoilait aux autres, elle saignait de l'intérieur. Cette première rencontre en entraîne donc une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Plus les conversations passent, plus John laisse ses émotions prendre le dessus, des émotions guidées par de la nostalgie d'une époque où il était bien dans son corps et son genre. Quand il fait face à Jen, il revoit cette féminité qu'on lui a retirée, ce corps qu'on l'a forcé à changer. Il revoit une personne certes imparfaite mais encore innocente et optimiste. C'est de cette personne qu'il tombe amoureux. Ses sentiments mettent en lumière une boucle narcissique tragique. John réalise qu'il était destiné à être isolé de tous, car la solitude de son enfance l'a poursuivi à l'âge adulte. La seule personne s'étant souciée de lui dans sa vie ne fut que lui-même. Le lui-même d'un autre âge, car c'est la seule personne pouvant le comprendre, la seule personne pouvant l'accepter comme il est. Mais il n'y a pas que cela, c'est aussi la seule personne ayant partagé des moments d'intimité avec lui. Cette boucle narcissique a fait de lui qui il est, et s'il est la clé pour arrêter le tueur, alors cette boucle doit être maintenue. C'est de cela dont se chargeait notre agent temporel. Il n'a jamais été question d'arrêter le plastiqueur en 63, il a simplement été question de créer l'agent temporel qui le fera. Voilà la raison de la trahison envers Jane. J'ai jamais voulu lui faire de mal. Je sais. Et elle le sait aussi à présent. Cette nouvelle lecture de son passé lui permet de réévaluer ce qu'il a vécu et ainsi commencer à en guérir. La relation toxique qu'il a entretenue avec Jen constitue donc sa première mission pour Space Corp, la première d'une longue série. Mais l'existence du voyage dans le temps ne devrait pas être considérée comme une évidence, car il implique un paradoxe bien connu, le paradoxe du grand-père. Il désigne un événement survenant sans cause. Concrètement, si un voyageur temporel remonte dans le passé et parvient à tuer son grand-père avant qu'il n'ait d'enfant, alors ce voyageur n'est pas censé exister, et il n'aurait donc jamais pu utiliser la machine. La première façon de résoudre ce paradoxe est d'invoquer l'existence d'un multivers. S'il y a une infinité d'univers, alors il existe forcément un univers B dans lequel se déroulent exactement les mêmes événements que dans l'univers A, au mouvement d'atomes près et ce, du Big Bang à l'arrivée du voyageur du futur. Cela veut dire que ce voyageur ne vient en réalité pas du futur mais d'un autre univers. Il ne tuera donc pas son propre grand-père mais celui de son double. Le problème survient quand il n'existe qu'un seul univers et donc qu'une seule temporalité. Prenons le célèbre exemple de la boule de billard de Polchinski. Une boule est lancée par un homme dans un trou de verre au bout de la table pour remonter dans le passé. Elle réapparaît ensuite quelques secondes plus tôt juste derrière son soi du passé, continue sa course et entre en collision avec elle-même. Que se passe-t-il si cette collision dévie tellement la trajectoire initiale qu'elle empêche la boule d'entrer dans le trou de verre ? Eh bien on a là une boucle causale incohérente, exactement comme pour l'exemple du grand-père. Alors comment résoudre ce paradoxe sans multivers ? En invoquant un autre, le paradoxe de prédestination. Ce paradoxe implique une boucle causale cohérente. Supposez qu'au moment où vous arrivez à la table de billard, vous voyez la boule entrer dans le trou de verre. Au moment de ressortir derrière son soi du passé, la boule du présent ne va cette fois-ci pas dévier la boule du passé en dehors du trou de verre, comme c'était le cas avant, mais elle va au contraire la pousser à l'intérieur. C'est donc cette collision avec elle-même qui entraîne la boucle temporelle. Mais même dire cela revient à désigner cette collision comme la cause première du déplacement de la boule, et donc de son voyage dans le temps. En fait, ce mouvement n'a pas de cause première. La personne qui avait posé la boule sur la table n'est pas la cause puisque ce n'est pas elle qui l'a fait bouger. Et il n'y a pas non plus de machine ou de courant d'air à l'œuvre dans la pièce. Il n'y a qu'un objet à l'arrêt, entrant en mouvement sans aucune force extérieure. L'effet devient sa propre cause et inversement. Cela veut dire que le futur peut influencer le passé et qu'il est impossible de définir quel événement précède l'autre. Dans le cas de John, le paradoxe du grand-père l'interdit de tuer Jen, car cela viendrait briser la cohérence de la boucle causale. Il ne peut pas non plus empêcher Jen d'avoir recours à sa transition, car là encore, cela remettrait en cause sa propre existence. Il peut en revanche contribuer à sa transformation en l'homme qu'il est devenu, que cela soit sa transformation physique, émotionnelle ou comportementale. Ou du moins c'est ce que l'on croit. Si le passé existe déjà au moment où il revient en arrière, alors ce passé qui l'a conduit à voyager dans le temps inclut déjà tous les actes qu'il a commis lors de son voyage. Et cela suppose que tout ce qu'il entreprend est déjà écrit et qu'il ne peut pas le modifier. John a donc l'illusion de pouvoir influencer le passé, mais le plus effrayant est que l'inverse est tout aussi vrai. Jen ne peut pas changer son futur. Même si John informe Jen de la disparition de son enfant, cette dernière n'arrivera jamais à l'éviter, car cet événement a déjà eu lieu. On touche là à l'une des conséquences
conséquences du voyage dans le temps. Il est le poison du libre arbitre. Le libre arbitre est la capacité à faire des choix sans contrainte extérieure, à agir selon sa propre volonté. Pourquoi penses-tu pouvoir changer ton futur? Pourquoi es-tu si sûr que certaines de tes décisions ne viennent que de toi? Parce que tu es convaincu que ton avenir est incertain. Mais que se passe-t-il si le futur et le passé coexistent? Que se passe-t-il si ton futur existe déjà en ce moment même? Eh bien cela veut dire qu'il est certain. S'il est certain, alors il est inamovible. S'il est inamovible, alors tu ne peux pas le changer. Si tu ne peux pas le changer, où est ton libre arbitre? Un choix implique plusieurs options. Si ton avenir est écrit d'avance, alors ce que tu considères être des choix ne sont que des actes prédéterminés par une infinité de causes dont tu ignores l'existence. Tu ne décides donc de rien. Tu découvres juste la suite d'une chaîne causale indestructible. Tu n'es qu'un lecteur qui pense que tourner les pages du livre te permet d'en changer la fin. Tu vas sauver des millions de vies. Tu es sur le point de te lancer dans la plus importante mission qu'un homme ait jamais eue. Et tu vas faire du bon boulot. Je le sais. Le voyage temporel rend fou, ou du moins il peut briser tout contact avec la réalité. Pour éviter cela, tout agent temporel est décommissionné après un certain nombre de voyages. Notre agent principal a largement dépassé sa limite du fait de nombreux périples illégaux réalisés pour stopper le plastiqueur. Pour son dernier voyage, il fait le choix de revenir quelques mois avant l'attentat de 75 ayant coûté la vie à 11 000 personnes. Une fois sur place, il constate qu'un bug électronique empêche sa machine de se désactiver. Il suit alors l'une des pistes que lui a donné Robertson. Il s'arme, se rend à l'emplacement évoqué et surprend son ennemi juré. Pour la première fois de cette traque, il a le destin de son adversaire de toujours entre les mains. Au même moment, le John du présent grimpe les échelons de la Space Corp pour devenir l'homme qui traquera sans relâche le plus grand terroriste du XXe siècle, au point de se brûler les ailes. Car oui, depuis le début, John ne peut faire confiance qu'à lui-même. Seul lui est capable de se convaincre de poursuivre cette carrière dangereuse. Seul lui sait comment faire de lui le plus grand agent temporel qui soit. Mais ce n'est pas tout. John ne peut également que se méfier de lui-même. Les symptômes de démence sont voués à empirer et à faire de lui un monstre. Depuis le début, il est à la fois son plus grand allié mais aussi son pire ennemi. Alors doit-il se terrasser pour de bon ou bien s'envoyer en prison? Seul son soi du futur sait comment ce duel va se terminer. Maintenant, si tu me tues, tu deviendras moi. Veut-il changer ce qu'il a fait ou bien faire en sorte que ce qui s'est déjà passé se reproduise? Le John qui tient l'arme est incapable de le deviner. Toute sa vie, il a traqué le fantôme de son futur pour au final regretter d'avoir mis un visage dessus. C'est là que la boucle narcissique doit se refermer. Une boucle qui a commencé bien avant la rencontre entre John et Jane. En 1964, le John que l'on voit actuellement surgit du futur. Il se rend dans une maternité, kidnappe l'un des bébés et effectue un nouveau bond en arrière. Il dépose ensuite le nourrisson devant l'orphelinat de la ville et permet à la boucle d'exister, au paradoxe de prendre forme. Jane est née mais n'a pas de parents. Elle a accouché mais n'a pas d'enfant. Sa vie n'est qu'une singularité, permettant l'existence d'une naissance sans origine et d'un accouchement sans descendance. Qui est-il vraiment? Une anomalie de la nature, un paradoxe temporel, le seul être vivant sans ancêtre, le seul orphelin biologique. Il est à la fois l'enfant et le parent, la mère et le père, le recruteur et la recrue, l'homme de loi et le criminel, le chasseur et la proie, l'allié et l'ennemi, le meurtrier et la victime. Le serpent qui se mord la queue.